Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Club Paname. Le PSG a enfin repris sa saison entre matchs de préparation contre de bien faibles adversaires et la finale donc de la Coupe de France remportée vendredi dans la douleur face à Saint-Etienne, 1-0. Un nouveau trophée au palmarès, mais beaucoup d'interrogations. Le PSG est-il prêt pour le final 8 de la Ligue des Champions? Pour en parler ce soir, Darius, bonsoir. T'as encore bugué, Basson. Ah bah vas-y, arrête, recommence l'enregistrement. Non, c'est Et Lionel. Salut les gars. Eh ben, on va parler directement de ce match contre Saint-Etienne. On va zapper les matchs amicaux qui, je pense, ne sont pas indicateurs de grand-chose. À la vue de ce match contre Saint-Etienne, est-ce que pour vous, le PSG est prêt collectivement? Lionel? Collectivement, clairement non. Après, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis le début de la saison. Et on est quand même aujourd'hui en quart de finale. Donc aujourd'hui, on sait que collectivement, on n'aura pas un grand PSG cette saison. Donc voilà, il faudra faire ce qu'on a pu faire au match retour contre Dortmund, c'est-à-dire être bien en place et espérer que les joueurs devant sachent les mettre au fond. Seb, ton avis sur ce match et la prestation collective? Je pense que Lionel a quasiment tout dit. On peut juste rajouter qu'on n'est pas prêt collectivement et on n'est pas prêt non plus individuellement. Individuellement, on a vu des ratés de Marquinhos qu'on n'avait jamais vus. On a vu un Icardi qui servait pas à grand chose sur le terrain. On a vu un Neymar qui, même s'il est décisif et même si ses mauvais matchs valent le minimum des 6, a fait un match très médiocre. Il y a eu voilà, puis après effectivement collectivement voir qu'on était bouffé dans les idées de jeu par Saint-Etienne, ça pique. Ça pique. T'es vraiment en train de te dire, on n'avait pas de milieu, il y avait juste la notion de milieu qui n'existait pas au Paris Saint-Germain. Le milieu, c'était Paris d'Acédie, c'est ça? Ouais. Un milieu qui a servi à rien, qui littéralement servait à rien. Il y a eu un peu de mieux en deuxième mi-temps, mais c'était une pauvreté. 11-10. Ouais, et encore. Saint-Etienne, majoritairement, était plus dangereux que nous. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. En fait, collectivement, on n'était juste pas bon. Est-ce que tu as revu les défauts qu'on avait vus sous Tourelle? Tu revois des défauts, mais après, il y a des choses qui expliquent certains choix, certaines rotations, même si effectivement, il y a des déclarations qui sont allées à l'encontre de ça, mais non, en soi, c'est même pire. C'est même pire que ce qu'on faisait avant, parce que ce que disait Lionel, est très juste, c'est qu'avant, il y avait une forme d'assise. Il y avait toujours cette équipe coupée en bloc, mais il n'y avait pas autant de ratés. Il y avait pas en bloc. Qui était ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y avait pas autant de ratés. Il n'y avait pas un milieu qui existait aussi peu à ce point-là. C'était encore pire. Mais c'est là où c'est inquiétant. C'est-à-dire que on est plus bas, et c'est-à-dire que notre meilleur niveau, c'est ce qu'on faisait avant, et ce qu'on faisait avant, c'était déjà pas terrible. Donc Lionel, est-ce que tu t'attendais à une prestation aussi insipide et est-ce que tu t'attendais à ce qu'on soit aussi en difficulté physiquement? Sur ce que j'avais vu avant pendant les matchs amicaux, oui, je m'attendais à ce que physiquement on soit aussi en difficulté. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est toute la préparation du Paris Saint-Germain. Quand on voit que Lyon et Saint-Etienne ont démarré plus tôt que nous, alors que Saint-Etienne pour préparer la Coupe de France, Lyon, certes, pour préparer Lyon, mais je me dis qu'après 4 mois d'absence, c'est surtout qu'on a quand même eu la chance de pouvoir voir ce qui se faisait en Allemagne avec des reprises assez difficiles, des joueurs physiquement en deçà. Reprendre l'entraînement le 22 juin pour préparer la Ligue des Champions, pour moi, c'était une hérésie, mais bon, c'est le choix qu'on a fait et aujourd'hui, on va attendre le résultat contre l'Atalanta, mais en tout cas, sur le match de Saint-Etienne, ça prouve bien qu'on est clairement en retard. Et j'ai du mal à croire qu'en 2 ou 3 semaines, ce retard va se combler pour arriver dans un état de forme optimal contre l'Atalanta. En tout cas, au moins suffisant pour mettre en danger cette équipe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les top flops, je vais le relancer ce soir. Daria, si tu dois ressortir quelques individualités qui ont particulièrement excellé ou qui sont sortis de ce marasme et quelques individus qui ont complètement raté leur match, tu dirais qui? Neymar qui a raté son match, mais qui est forcément à mettre en top par son but et puis quelques actions de classe et 2-3 passes qui étaient très bien inspirées. Tu as du mal, ça me fait un peu mal de le lire, mais tu as Thiago Silva qui a brillé. Reyes vient de vomir en disant ça. D'ailleurs, faut peut-être insister, faire une petite aparté sur Thiago Silva. Thiago Silva, c'est un joueur qui
quand le collectif est faible, brille systématiquement. Et la problématique de ce joueur, c'est que quand le collectif est fort, il brille aussi, mais il brille tout seul et pas forcément dans le sens du collectif. Et donc, ça me fait mal de le mettre en avant parce qu'on le met en avant sur un mauvais match. Et le jour où collectivement il participera au collectif, c'est-à-dire qu'il cherchera à pas forcément tirer la couverture à lui comme il le fait sur les matchs, c'est pas tirer la couverture avec lui, j'arrive pas à m'en sortir avec les mots, mais enfin voilà. Donc je nomme Thiago Silva. Et après, ça serait très difficile d'en chercher un troisième. Tu pensais à Paredes sur le match qu'on avait vu. Mais alors, Paredes, c'était les matchs avant. C'est un troisième qui est assez évident. Sur ce match-là, il sert à rien. J'avais trouvé bon vendredi. C'est vrai. C'est pour ça que tu relances là-dessus. Ah bon. Ça fait sa mémoire. Mémoire, mais parmi les flop. Marquinhos. Ouais. Ah oui, ici, il y avait Mbappé aussi qui dans les 25 minutes où il a joué, a porté le danger quand même. Marquinhos, on ne l'avait jamais vu aussi faible. Gay, l'homme qui court pour rien. Enfin, je sais. Après, le truc, c'est tu pourrais citer presque tous les autres, tant la médiocrité était prégnante sur ce match, en fait. Lionel. Moi, il y en a un qui, pour moi, est assez logique. On gagne 1-0 sans encaisser de but. Je pense que Navas n'est pas... je pense qu'il est quand même... Il en est pour quelque chose, parce qu'il me semble que Saint-Étienne a eu énormément de frappes cadrées. Il était souvent bien placé et tout. Donc, moi, je pense que Navas aussi a rajouté dans les... Un jeu au pied catastrophique, par contre, encore. Notamment oui, ça c'est pas son point fort. C'est pas son point fort, c'est même son point faible, en fait. Oui, mais c'est clair que c'est pas sa qualité première, mais derrière ça, on sait que dans les face-à-face et autres, c'est un gardien qui est décisif. Et on l'a encore vu. Si je peux me permettre, tu devrais faire attention, il y a pas mal de gens qui écoutent les podcasts et qui peuvent appeler les services sociaux quand on entend des enfants se faire battre derrière. Il faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Donc, dis d'être un peu plus discrète, ce serait mieux, je pense. Non, je te laisse continuer. Donc, oui. Navas, voilà. Après, je suis d'accord avec Drea sur Thiago Silva, qui a été très bon, qui a même été, me semble, plus haut que son père Marquinhos. J'ai jamais vu faire un match aussi catastrophique. J'avais même l'impression qu'il n'avait pas pu mettre ses lentilles avant le début de match. Il ratait il passait à côté du ballon, c'était vraiment catastrophique. Puis il jouait au air ballon, il essayait de faire des passes, il passait à côté de la balle. C'était catastrophique. Vous avez pensé quoi de Baker, tiens? Qu'on n'en parlera pas beaucoup et qu'on n'en a pas beaucoup parlé. À mon avis, on n'en parlera plus. Après, c'est un joueur qui est niveau CFA. Il a permis d'être à 11, mais c'est juste ça. On ne va pas lui reprocher de ne pas avoir un niveau supérieur, alors qu'on le sait très bien dès le départ. Il est ni bon offensivement, ni bon défensivement. Voilà, c'était l'histoire d'avoir une personne dans la zone défenseur gauche. Sur Baker, ça en dit long sur le niveau du match. C'est-à-dire que Baker apparaissait comme étant pas si mauvais en fait sur ce match, et ça en dit long sur le niveau de ses partenaires quand on sait le niveau effectif qu'a Baker. Moi, j'aime bien les flops, donc je vais en rajouter. Il y a Kehrer et son surplus de muscle qui, avant sa blessure, a été complètement perdu, je trouve, avec très peu de vélocité notamment. Icardi, qui ne participe plus du tout au jeu, qui a l'air encore d'avoir ses quelques kilos en trop. Je ne sais pas ce qu'il a fait pendant le Covid physiquement, mais ça m'inquiète un peu. Et puis il y a eu Di Maria qui a traversé ce match comme un fantôme absolu. Di Maria était invisible en fait. C'est pour ça que c'est difficile de s'en souvenir. Il était invisible. Mais bon, quand il y a un tel marasme collectif, c'est compliqué effectivement de sortir des joueurs ou de tous les enfoncer. Donc on va parler du coaching de Tourelle sur ce match, que ce soit dans le groupe, la compo de départ et son coaching au cours de match. Seb, à ton avis? Incompréhensible. Juste incompréhensible. Il fait le seul changement qu'il ne doit pas faire. Ça va faire rentrer Marco Verratti quand on a un match où il y a des tensions et où Marco Verratti s'est déjà pris un jaune sur le banc. Oui, mais à l'arrivée, il a déjà un jaune. Donc, s'il s'en prend un deuxième, c'est pas de Marco Verratti pour Lyon et c'est une préparation complètement tronquée. Donc, on va pas parler des changements qui fait dû aux blessures. Cela, il y a voilà. Mais on est dans une situation où on a le droit à 5 changements. On aurait pu penser à Herrera, on aurait pu penser à du Kimpembe, on aurait pu penser à du Kalimundo qui n'était pas sur le banc, soit dit en passant. On aurait pu penser à tout un tas de joueurs qui auraient pu apporter une plus-value à cet effectif qui avait vraiment besoin d'être secoué. Et on a eu une absence de choix totale. On a juste eu
ah bah ça marche pas, ah bah Marco Verratti c'est mon meilleur milieu que j'avais choisi de pas aligner, ah bah je le mets même si c'est un non-sens parce que Marco Verratti peut se prendre un autre jaune et donc limite se retrouver out pour Lyon, ce qui flinguerait complètement la préparation de mon meilleur milieu pour la Carota. Donc du très grand Tourelle sur les changements. C'est bien que la FIFA ait autorisé 5 changements, il faudrait juste envoyer le mémo à Thomas Tuchel en fait. Est-ce que ça t'a pas reçu, je pense. Après, à sa décharge, pour les 5 changements, c'est chaque changement en 3 phases. Or, on a Kerrer qui sort en premier, Mbappé qui sort en second, donc il reste une seule phase de changement en dehors de la mi-temps. Donc, ce qui fait que en fait, c'est pas 5 changements en 5 fois, c'est à 3 phases de changement, et ces 3 phases, tu peux faire entrer 5. Après Verratti rentre à la 75e. Donc en ce cas, j'en fais au moins 2 et je fais pas Marco Verratti, quoi. Ouais, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est que oui, je savais pas ça. C'est une bonne remarque que j'avais entendue, que j'avais complètement oublié. Je savais pas ça, mais en ce cas-là, je fais pas rentrer Marco Verratti et j'en fais au moins 2. Notamment Kimpembe, j'ai l'impression qu'il est en train de flinguer la confiance du joueur, et Herrera qui apporte plus de garantie au milieu que ce que ce milieu était capable d'apporter à l'heure actuelle. Après, on verra conclusion ce qu'il fait, mais donc Verratti, c'était la surprise de la compo qui a débuté sur le banc. Lionel, est-ce que ça t'a étonné et est-ce que tu es d'accord avec ce choix? Après, on a longtemps débattu pendant cette saison en disant que dans le 4-4-2, je trouve que c'est pas le système qui met le plus en valeur Marco Verratti. Maintenant, après, il faut quand même, on est quand même d'accord pour dire que c'est entre guillemets le seul milieu de terrain de haut niveau qu'on a aujourd'hui. Donc, quand on a un joueur de cette qualité, c'est compliqué de s'en passer, surtout en mettant. Alors bon, ils ont fait un bon match contre Dortmund, mais c'est le seul bon match qu'ils ont fait par Paredes Gay. Avant ça, quand on avait vu Paredes Gay contre Dortmund, on n'était pas totalement confiant parce qu'ils nous avaient sorti aucun match intéressant tous les deux. Donc, je sais pas, j'ai du mal un peu à comprendre, à saisir ce que fait Tuchel. Alors, c'est vrai que les coupes, ce sont des compétitions importantes à gagner, ne serait-ce que pour la confiance. Arriver avec ces compétitions-là remportées, c'est toujours mieux. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, on est quand même obligé de les utiliser comme des matchs de préparation. Et par exemple, je prends le cas de Becker, même si Kurzawa n'est pas à 100%, si c'est le seul latéral gauche aujourd'hui qui sera capable de jouer en Ligue des Champions, il me semble important de lui donner plus de temps de jeu que ce qu'il a eu depuis le début. Là, aujourd'hui, le seul qui a eu du temps de jeu régulièrement, c'est Becker. Et quand on se souvient du match à Dortmund, notre équipe est arrivée en manque de rythme. Là, on va arriver face à Atalanta avec un niveau physique en deçà de ce qu'on était au match aller contre Dortmund. Donc, je ne comprends pas tout ce qu'il met en place. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, il a compris une chose avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'il peut se faire un palmarès, donc assez facile avec la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Et après la Ligue des Champions, voilà, on verra ce que Neymar peut nous donner et puis basta. Andreas, sur ce choix de Verratti sur le banc, est-ce que tu l'as compris? Il y a le avant la déclaration de Tourelle et le après la déclaration de Tourelle. Donc là, on va parler avant la déclaration de Tourelle. Moi, je l'ai parfaitement compris. C'est faire une rotation d'effectifs. Donc, on ne met pas le meilleur 11 possible ici. Limite, même contre Lyon, on ne met pas le meilleur 11 possible. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais compris en fait, les choix de Thomas Tuchel dans l'alignement. Et c'est ce que j'ai dit pendant le match au début. Après, il y a la déclaration qui est venue et qui a changé pas mal de choses. Donc en soi, ça ne m'a pas choqué. Si on était vraiment dans une logique de préparation, donner temps de jeu aux uns, alors il y a l'énorme bug Kurzawa que j'avais complètement zappé, que Lionel a mis en avant et qui est très juste. Mais en soi, donner temps de jeu aux uns ou aux autres, ça peut faire sens. Après, il y a la déclaration qui a changé toute cette perception. Surtout que s'il voulait vraiment préparer Atalanta sur ce match, il aurait mis Sarabia et pas Di Maria d'entrée, vu que Di Maria est suspendu contre l'Atalanta. Donc, c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression qu'il a mis cette compo-là et on se dit, là, ça se trouve, il va mettre Kurzawa, Kimpembe et Verratti et conclusion. On en saura plus conclusion en fait de ces choix-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces propos d'après-match où Tourelle dit que Verratti était prêt à 100%, que c'est un choix vraiment sportif, un choix pour Paredes, parce qu'il voulait revoir le milieu Paredes-Gay qui avait fonctionné contre Dortmund.
Donc ça, c'est la justification de Tourelle. Seb, est-ce que tu la trouves cohérente, cette justification? Elle met à mal toute l'interprétation que j'avais pendant le match, qui était qu'on ne réfléchissait pas par rapport à aligner la meilleure équipe, mais faire en sorte de donner le plus de temps de jeu à tout le monde pour que les gens soient le plus prêts possible, compte tenu du peu de temps de préparation qu'on a pour la Ligue des Champions. Et du coup, ça tombe complètement à l'eau. C'est-à-dire que l'impression qui ressort après cette déclaration, c'est qu'on a l'impression que Tourelle a voulu aligner la meilleure équipe. Et c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est-à-dire que c'était ni fait ni à faire, ni vu ni à voir, ni je sais pas quoi et ni je sais pas quoi. Enfin, c'était juste. C'est très préoccupant de savoir qu'on a un coach qui cherche à faire au mieux pour ce match et de se dire qu'on a produit ce match. Cette corrélation entre les deux et juste tu te dis mais what the fuck en fait. Tu sais pas quoi dire d'autre en fait tellement ça va loin. Et toi Lionel, t'attends la compo pour Lyon pour voir un peu plus clair dans le jeu de Tourelle aussi? Non, je pense. Enfin, moi dans ma tête aujourd'hui, je pense qu'on partira sur un 4-3-3. De toute façon, avec si Mbappé est absent, je vois pas comment on peut jouer différemment. Après, Lyon, pour moi, il fera pareil. C'est-à-dire que, à mon humble avis, il mettra Di Maria parce qu'il a envie de gagner la compétition. Contre Alain, il mettra la meilleure équipe pour lui dans son esprit au moment T. Est-ce qu'il remettrait Verratti et Kimpembe, par exemple, quand même? Mais c'est affolant. Quand tu dis ça, Lionel, si tu mets ça en corrélation avec le match qu'on a produit, c'est affolant. Ah non, mais je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il a tout simplement envie de gonfler son palmarès, au-delà de préparer véritablement la Ligue des Champions. Et son discours avant même ça, où il disait que ses priorités, c'était les coupes et la Ligue des Champions, on aura le temps d'en parler, me permettent me font dire que voilà, face à Lyon, je suis persuadé qu'il mettra Di Maria titulaire. Et par rapport au milieu, à la DC, au latéral gauche, est-ce que tu penses qu'il peut relancer Kurzawa, Verratti ou Kimpembe, par exemple? Le seul truc qui peut faire qu'il relance Kimpembe et Verratti, c'est que le milieu Paredes-Gay a vraiment été horrible contre Saint-Etienne et qu'ils se disent que le meilleur milieu de terrain qu'il ait pu avoir depuis qu'il est arrivé, c'est Marquinhos Verratti, et donc relancer Kimpembe aux côtés de Thiago Silva pour pouvoir faire monter Marquinhos aux côtés de Verratti. Mais sinon, je sais pas. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai essayé de me dire, voilà, c'est l'entraîneur qui a des idées et autres. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, bon, il est lui-même dans un objectif tout simplement de se dire, voilà, je vais faire comme certains prédécesseurs, faire un quadruplé, et puis basta. Je n'ai pas l'impression qu'il ait une réelle motivation liée à une envie de faire progresser le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Eh bien, si tu as raison, Lionel, j'espère qu'on va perdre contre Lyon. Est-ce que Lionel, tu as un peu l'impression, comme quand Unai savait qu'il était enfin, qu'il avait joué son Vatou en sortant Silva contre Madrid, et que Tourelle fait un peu la même chose avec Verratti en se disant de toute façon, j'ai plus rien à perdre? Ouais, sauf qu'il y avait une cohérence dans le choix de. C'est-à-dire que tu sors Verratti. Par exemple, quand Unai fait ça, il avait eu, entre guillemets, la chance d'avoir un Kimpembe Marquinhos qui avait été déterminant dans un match clé, dans un match, comment dire ça, enfin, dans un match qui a marqué, c'est-à-dire le PSG-Barça. Collectivement, je pense que c'est peut-être le plus gros match du PSG sous sur QSI. Tu peux rajouter Colony avec. Oui, bon, enfin, Colony, c'est pas bien compliqué. mais aujourd'hui. Le plus gros match depuis 10 ans. Ça fait le plus gros match depuis 10 ans, voire plus. Mais aujourd'hui, quand tu retires Marco Verratti, quel match référence on a sans Marco Verratti au Paris Saint-Germain? J'en vois pas. C'est-à-dire même le match contre Dortmund où on se qualifie, on ne fait pas une prestation collective exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a mis les ingrédients en termes de caractère, en termes d'effort, mais collectivement, on ne peut pas parler de ce match-là comme étant un match référent. Donc, malgré tous les défauts de Verratti, je n'ai pas souvenir d'un match référent sans Verratti, en fait. Si,
le Real. Il sort à la 6e minute, il est remplacé par On perd Rabiot. 1-0, c'est un match de poule. Ouais, mais on fait un gros match. Et c'était un match référent. C'était un match référent. Moi, pour enchaîner là-dessus, enfin oui, Emery, il y a une cohérence et puis il y avait des reproches qui étaient faits. Je coupe Dreyas et en plus de ça, mais il fait défendre Emery. Alors là, franchement, il faut faire fort. mais pour le coup, ouais, voilà, il y avait une cohérence, il y avait des reproches qui étaient faits envers Thiago Silva que moi je trouvais parfaitement justifiés. Et et en plus de ça, c'est un contexte particulier, c'est-à-dire qu'il a fait un choix fort dans un moment fort. C'est-à-dire que fallait poser les balls et voilà. Là, on parle d'un demi-choix qui est un choix qui est incompréhensible dans le sens où t'as pas de joueurs qui sont au niveau que peuvent avoir Marquinhos ou Kimpembe au milieu pour remplacer Marco Verratti. Marco Verratti n'est pas le joueur que j'ai envie de défendre à tout prix. Il y a des vrais reproches le concernant, notamment le fait qu'il se soit compliqué de savoir où est-ce qu'on le place sur le terrain. Est-ce qu'on le place en 6, est-ce qu'on le place en 8? Ça fait 6 ans qu'il est là, on ne sait toujours pas où le placer sur le terrain. Il n'apporte pas pleine satisfaction au milieu à deux. Enfin, il y a plein de choses à redire sur Marco Verratti. Mais juste d'un point de vue pragmatique, il est 6 niveaux au-dessus des autres milieux. Paredes a des qualités, mais les défauts de Paredes sont plus problématiques que les défauts de Marco Verratti. Et Gay, on ne va même pas en parler. Donc c'est juste incompréhensible que ce soit par choix. C'est abyssal d'incompréhension. Enfin, le mec qui veut juste gagner les coupes, il veut pas préparer pour la Ligue des Champions. Alors déjà, ça c'est. Mais pourquoi? Enfin, t'as pas compris le deal en fait. Il veut peut-être sauver sa peau. Et il se met en avant plutôt que l'équipe. Oui, sans doute. Et ce pour faire, tu vas te priver de ton meilleur milieu et c'est ça ta justification. J'ai pas les mots en fait pour décrire à quel point je ne comprends pas les choix du coach. Alors, il y a une autre justification. En plus, Tourelle dit qu'il met effectivement ce milieu par rapport au match contre Dortmund, mais en contradiction, il met Silva avec Marquinhos et non pas Kimpembe Marquinhos, qui était le duo contre Dortmund. Donc, il est à moitié cohérent dans ce qu'il dit, en plus, dans sa justification. Contre Lyon, du coup, on va réagir contre Lyon. Est-ce que vous pensez qu'il faut préparer Atalanta, par exemple, lancer Sarabia titulaire, puisqu'on sait qu'il jouera? Est-ce qu'il faut lancer l'équipe qui jouera contre l'Atalanta ou il faut mettre l'équipe pour Lyon, Seb? C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Un coach qui fonctionnerait bien aurait mis l'équipe pour préparer l'Atalanta contre Saint-Etienne et contre Lyon, comme il y a une petite rivalité qui a Jean-Michel Aulas, qui a eu pas mal de gris-gris, de boui-boui et de paroles. Lyon, c'est un match que tu as moins le droit de perdre au-delà de la coupe. Après, vu qu'il s'est mis dans cette situation et que le match le plus important, le match le plus attendu par tous les supporters, par les dirigeants du Paris Saint-Germain, mais par tout le monde en fait, c'est le match contre l'Atalanta, il devrait le faire du coup comme il ne l'a pas fait contre Saint-Etienne, il devrait le faire contre Lyon. Mais au vu de ses déclarations et tout, on se rend compte qu'il ne le fera pas. Et j'en sais rien, je peux me tromper, mais il est probable qu'on n'ait pas gain de cause sur ce sujet. Et au vu de la blessure de Mbappé, Lionel, comme tu l'as dit, on jouera très certainement 4-3-3 contre l'Atalanta. Est-ce qu'on ne devrait pas jouer dans ce système contre Lyon, selon toi? Dans la logique des choses, oui. Moi, je pense que qu'il faut. Enfin, j'espère au moins qu'il utilisera ce match-là pour préparer le match contre l'Atalanta. Et qu'on verra l'équipe qui devrait, sauf Pépin, jouer ce match coup près. Mais tu n'y crois peu. C'est pas que j'y crois peu, c'est comme j'expliquais, c'est que moi je pense que dans sa logique, il est dans une logique de match après match et que son objectif premier, c'est avant tout de gagner la Coupe de la Ligue en alignant sa meilleure équipe. Après, il a peut-être raison, hein, c'est-à-dire que je ne me positionne pas comme étant un spécialiste et le meilleur connaisseur de Tuchel, mais je peux penser qu'il y a quand même plus intérêt à utiliser un système qui ressemblera à ce qu'on verra contre l'Atalanta et à mettre les joueurs qui devront débuter, sachant qu'on a quand même besoin, plus qu'à d'autres périodes, de rythme et d'automatisme. C'est vrai qu'on a joué systématiquement en 4-4-2 depuis ce match contre Madrid, sauf une fois où il nous a sorti une défense à 3 contre Dortmund sans avoir préparé avant ce système. Est-ce qu'il va nous refaire la même chose?
On verra bien. Est-ce que tu penses, Lionel, qu'il y aura une réaction du groupe et de l'équipe collectivement contre Lyon quand même? Je sais pas, il y a eu quoi, une semaine. Quand on voit l'état physique de l'équipe contre Saint-Etienne, en une semaine, je ne vois pas quelle évolution qu'il peut y avoir réellement. Après, collectivement, tout dépendra de. Le problème avec cette équipe aussi, c'est que si dans la tête tout va bien, on peut voir des choses intéressantes, surtout avec les joueurs devant. On ne sait jamais en fait avec cette équipe qu'est-ce qu'on verra, à quoi s'attendre. Enfin, il n'y a pas une véritable. On ne peut pas se dire avec cette équipe, voilà, on sait que ce sera ça, on sait que tel jour à tel niveau, c'est toujours aléatoire. On démarre un match, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on verra aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain? Tu es en train de dire que ça dépend du niveau des individualités, en gros. Ben, on le sait depuis un moment, je pense. On se rend compte. Seb? Il y a une évidence, c'est-à-dire que quand les individualités ne sont pas au niveau, l'idée d'un projet de jeu collectif est illusoire. Je pense que, j'ose espérer qu'individuellement, on sera un peu meilleur, mais après, collectivement. Puis surtout, c'est vraiment ce qu'il va falloir scruter, ça va être les choix de Thomas Tuchel. Je pense que le 4-3-3, il va l'adopter. Mais je pense que, par exemple, comme toi, je peux me tromper, mais je pense que Di Maria sera sur le terrain. Je pense que voilà. Ça va être les choix, ça va être au-delà de la forme physique. La question, c'est qu'est-ce que va impliquer les choix de Tourelle, dans quelle logique il est, et s'il joue vraiment ce match pour gagner Lyon, je sais pas. Moi, je reste persuadé qu'il va rester en 4-4-2 avec Sarabia et Icardi Lyon. On verra. On verra. Il y a eu un article du Parisien de Sévrac, donc on va le prendre avec des pincettes, sur les critiques du groupe envers Tourelle, que ce soit sur le jeu où les joueurs critiqueraient des consignes simplistes qui seraient donner la balle à Neymar et Mbappé, en gros. Des critiques sur la prépa physique où il y aura un manque d'intensité aux entraînements. Et ce serait Gay, selon Sévrac, qui se plaindrait du manque d'intensité à l'entraînement. Et aussi selon la concurrence qui serait tronquée, notamment des joueurs qui ne comprendraient pas que Sarabia ne débute pas, par exemple, ou que Silva continue à jouer. Est-ce que, Seb, tu crois à cet article au vu de ce que l'on voit, ou est-ce que tu penses que c'est un peu du storytelling? J'en sais rien, il y a aucun moyen de le savoir, et du coup, ça ne m'intéresse pas. Il va y avoir l'ambulance qui va se taper sur Thomas Tuchel, et je pense qu'il y a suffisamment d'éléments concrets, c'est-à-dire d'éléments qu'on voit dans les matchs d'insatisfaction, et au-delà des matchs qu'on voit aujourd'hui, d'insatisfaction depuis le début de la saison, et puis même sur la saison dernière, sur la capacité à faire du jeu. On rappelle qu'on lisait beaucoup, puis moi, en tout cas, je disais, Thomas Tuchel, 1 an, la deuxième année, par contre, il aura un peu le droit d'excuses. Pour moi, les excuses, il n'a pas, et je préfère me baser sur ça plutôt que sur un article qui est là, qui est sujet à caution. Après, le contenu de l'article n'est pas tellement surprenant. On ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain, sauf contre le match contre Liverpool, qui était en match de poule, je crois, il y a le 18 mois. Voilà, a montré une très grosse intensité. On peut parler du match contre Dortmund, mais le match contre Dortmund, il y avait une intensité, mais c'est pas non plus une intensité folle. C'était pas non plus le match de l'année, quoi. C'est pas non plus le match qui va rester dans les annales. Voilà, c'était et donc il y a des choses qui font écho. Est-ce que c'est de la faute du coach? Est-ce que c'est de la faute que le coach a dû s'adapter au vestiaire? J'ai même pas envie de rentrer dans ces considérations-là. J'ai juste envie de juger sur le résultat et un jeu qui est proprement satisfaisant. Pour rebondir sur ton intensité contre Dortmund, le PSG est l'équipe qui a le moins couru de kilomètres en huitième de finale. Oui, ça ne me surprend pas. On l'a présenté comme un phare de la saison, mais oui, c'était un phare, mais il éclairait pas si fort que ça, quoi. Lionel, tu partages l'avis de Drayas sur cet article du Parisien? Oui, le seul truc, c'est que d'habitude, c'est toujours des sources internes ou certains joueurs, et là, c'est la première fois, enfin peut-être que je me trompe, mais c'est la première fois où j'ai vraiment l'impression qu'ils nomment des joueurs dans les articles. Qu'on mette Gay comme ça en porte-à-faux, j'étais un peu surpris en tout cas. Il a lâché. C'est vrai que c'était assez violent. Ouais. Quoi? Je dis, c'est vrai que c'est assez violent de lâcher un nom comme ça. D'habitude, c'est une source proche du club ou l'entourage. Ouais, c'est ça. Et là, c'est la première fois où j'entends ils disent ils nomment clairement un joueur. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'objectif. Parce que, enfin, après, voilà,
Le souci, c'est on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Il faut toujours garder un peu de mesure. À mon avis, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais, voilà. Un petit mot sur l'agressivité de Saint-Etienne sur ce match. Est-ce que vous voulez le mettre en avant? Est-ce que pour vous, c'est pas important? Ce qui importe, c'est notre jeu? Ou est-ce qu'il faut en parler, Seb? Faut quand même en parler. C'est quelque chose qui est propre à la Ligue 1. Tu vois pas cette forme d'agressivité dans les autres championnats. C'est-à-dire que tu vois pas des gestes. Il y a eu bien sûr le geste de Loïc Perrin on met en avant la maladresse. Après, il y a quand même le fait de se jeter comme il s'est jeté. Et il n'y a pas eu que ce geste-là. Et d'une manière générale, en Ligue 1, chez les arbitres, il n'y a pas tant la culture de protéger les joueurs de la même manière que ce que tu peux voir ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faute ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeu dangereux ailleurs, pour parler de l'Angleterre notamment, où beaucoup de choses ne sont pas sifflées. Mais dans l'état d'esprit, il y a quand même en France une tolérance avec l'état d'esprit casseur. Qui est à mettre en avant. Alors après, de là à dire que Saint-Etienne n'a fait que ça, c'est oublier que Saint-Etienne nous a dominé dans le jeu, nous a dominé le ballon au pied, a été meilleur que nous dans l'utilisation du ballon à 10 contre 11, etc. etc., etc. Mais revenir en avant sur le fait que oui, ils vont trop vite devant, donc n'hésitez pas à mettre le pied, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas assez puni en France. Donc pour ça, je pense qu'il faut en parler. Lionel? Ouais, je pense qu'Andreas a tout dit. Et puis, on l'a vu d'entrée de match sur le tag sur Neymar. Enfin, j'ai pas l'impression souvent qu'ils cherchaient vraiment à jouer le ballon, mais plutôt à marquer leur territoire. Et à partir du moment où l'arbitre est assez permissif dans ce genre de choses, ben, Après, l'arbitre sort le jaune directement sur le tac sur Neymar. oui, c'est sûr. Ça c'est vrai. Mais oui, non, c'est vrai, on peut pas lui reprocher ça. Mais je trouve quand même que, j'ai pas l'impression que les joueurs cherchent à récupérer le ballon, mais plutôt à marquer leur territoire et entre guillemets empêcher les joueurs du Paris Saint-Germain à faire leur gris-gris habituel, etc. Et on l'a vu un peu avec Neymar qui, en fin de match, en tout cas en seconde mi-temps surtout, j'ai trouvé son jeu assez épuré. Il n'a pas cherché à provoquer comme il a pu faire à une période. Surtout quand il n'est pas en forme comme ça. Des fois, il est agaçant parce qu'il cherche constamment à provoquer. Il a essayé un peu de simplifier son jeu, surtout en seconde mi-temps. Ce qui n'était pas plus mal quand on voit sa forme du moment. Je sais que tu voulais réagir? Non, pas, pas, non. Ouais, juste un petit coup de gueule de ma part après les menaces de mort sur Meunier suite à son tifo marseillais et encore une petite frange d'abrutis supporters parisiens qui sont allés menacer de mort Perrin suite à la blessure sur Mbappé. Surtout que Perrin, c'est vraiment pas un mec méchant et C'était son dernier match. Clairement, il se jette un peu n'importe comment. Il mérite le rouge. Là-dessus, il y a une vraie erreur d'appréciation de l'arbitre qui a dû être rectifiée par la VAR. Mais bon, après, ça reste sur le moment du match. Moi, j'étais outré, j'ai gueulé, mais voilà, ça doit rester sur le moment du match. Après ça, tu sais très bien que Loïc Perrin n'avait pas l'intention de blesser Kylian Mbappé, ça n'a jamais été dans son agenda, il faut se calmer, quoi. C'est un peu le problème du fanatisme, c'est que ça pousse à ce genre d'actes et de pensée, d'état d'esprit. On peut prendre un parallèle, bon, ça n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain, je fais un HS, mais quand on voit Luchescu qui a été obligé de démissionner après 4 jours de Kiev parce que il a entraîné le Shakhtar avec le supporter de Kiev presque proféré des menaces et autres par rapport au fait qu'il a entraîné un autre club. Je pense que ça arrive des fois à des niveaux que je pense que voilà, ça ne devrait pas arriver à ce genre de choses. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. On va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus, la Ligue des Champions. Donc on a eu ce tirage au sort intégral, l'Atalanta en quart, Leipzig ou l'Atlético en demi, si jamais ça passe. Est-ce que quand vous avez vu ce tirage, pour vous, vous êtes dit c'est le meilleur tirage possible, Seb? Sur le papier, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un bon tirage. Il faut appeler un chat un chat. On aurait pu, ne serait-ce que... Il y a deux choses. Il y a le fait de tirer l'Atalanta et le fait du côté du tableau sur lequel on est. C'est-à-dire que oui, effectivement, jouer Barcelone, qui pour moi me fait moins peur que l'Atalanta. La Juve, c'est un peu plus délicat parce que la Juve a une vraie culture Ligue des Champions
et un côté tueur qu'on aurait eu du mal à calmer. La Juve, c'est un petit peu, c'est pas le Real Madrid, mais il y a quelque chose de ça dans l'idée. Donc c'est un club qu'il faut toujours prendre au sérieux, très au sérieux. Mais Manchester, enfin, il y a des clubs qui font moins peur sur papier, mais ça reste un bon tirage. Ça reste un bon tirage et on est du bon côté du tableau. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, c'est pas parce que c'est un bon tirage, c'est un tirage facile, et c'est loin d'être facile. L'Atalanta a une petite baisse de forme depuis 2-3 semaines, mais n'oublions pas que c'est une équipe qui est en chasse de marquer le plus de buts sur une saison de l'histoire de la Serie A. C'est une équipe où les joueurs offensifs se trouvent les yeux fermés, qui a des dédoublements dans tous les sens, qui a une utilisation des ailes qui est exemplaire, où tu as l'impression que les mecs, il y a même eu des articles comme quoi il y a des grosses suspicions de dopage possibles dans cette équipe. Mais à l'arrivée, dopage ou pas dopage, c'est une équipe où les mecs font un nombre de kilomètres complètement hallucinant sur le terrain, qui sont d'une manière générale très très adroits. Il n'y a aucun nom ronflant dans cette équipe. Il n'y a aucun nom que le commun des supporters peut être capable de nommer. Il y a des gens qui connaissent bien le foot sont capables de les nommer, mais moi, il y en a certains que je connais, mais vraiment, je ne suis pas capable de citer la totalité de l'effectif. Mais voilà, c'est un collectif qui sait jouer, qui sait faire des jouets, et qui a son immense faiblesse. On avait l'arme ultime contre son immense faiblesse, mais notre arme ultime est passée par la case infirmerie. Et ça va, c'est un bon tirage, mais ça va vraiment pas être facile. Et je crois qu'en l'état des choses, on est loin de partir favori. Et surtout la discussion qu'on a eue avant, où moi j'avais pas poussé la réflexion à ce point-là que Lionel a mis en avant, la logique dans laquelle s'enferme le coach par rapport à ce match-là n'est pas rassurante. Lionel, ton avis sur ce tirage? Moi, je pars du principe qu'en quart de finale des champions, il n'y a pas de bon tirage. On n'a que des équipes qui, si elles sont arrivées à ce niveau-là, c'est que soit elles ont un très bon niveau, collectivement elles sont prêtes, etc. Maintenant, quand on voit toutes les équipes qui sont présentes à ce niveau, il est évident que les Spig et Atalanta sont les équipes qui ont le moins d'expérience et qui peut-être auront psychologiquement un peu plus de mal à aborder ce genre de match. C'est-à-dire que ça peut être soit ils le font avec plein de destructions, comme on l'a vu la saison dernière avec l'Ajax, ou soit ça peut être... Attention, l'Ajax, ils ont une vraie culture Ligue des Champions dans le club. Oui, mais je parle qui vraiment débarque, alors que l'Ajax, si tu veux, il y a l'historique 80, c'était 95, je crois. D'une manière générale, c'est le club de Johan Cruyff. Il y a une vraie culture. Non, ça, je suis d'accord. On ne peut pas la mettre sur le même plan, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que ça restait quand même des joueurs. Les joueurs qui composaient ce groupe-là ne sont pas des joueurs qui... Des joueurs qui n'avaient pas d'expérience. Bien sûr, mais ils sont éduqués dans un club qui a une vraie culture avec des champions. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, dans le contexte, dans l'histoire, dans moins de ce genre de moment, l'Atalanta et l'Espik sont les équipes qui sont les moins habituées à ce genre de match. Maintenant, le Paris Saint-Germain, depuis l'arrivée de QSI, n'a pas réussi à passer en quart de finale. Donc, on n'est pas non plus dans une position où on peut fanfaronner et dire voilà, on est l'ordre de cette compétition. Maintenant, oui, comme je dis, pour moi, il n'y a pas de tirage facile, mais c'est vrai que sur le papier, je préférais tomber contre l'Atalanta que tomber contre City ou le Bayern. Voilà, là, ce genre d'équipe, surtout qui ont eu la chance de pouvoir terminer leur championnat. Il est clair que j'aurais pas été. Là, j'aurais vraiment été. On tombait sur eux en premier, on était mort. On tombait sur eux en premier, on était mort. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, physiquement, on n'aurait pas tenu. On n'aurait pas pu tenir. Quoi. Donc, c'est pas un tirage facile. En plus, Atalanta, c'est une équipe qui collectivement est prête. Même si sur les 3-4 derniers matchs, j'ai l'impression qu'ils ont le contre-coup de la succession des matchs tous les 3 jours. Alors, j'ai suivi un peu, ils viennent d'égaliser contre Parme, mais apparemment, ils sont pas du tout bons dans le jeu. Ils ont un peu tourné, ils ont mis la moitié de l'équipe sur le banc. Et puis, un truc sur l'Atalanta, alors après, je ne sais pas quel va être l'impact de cela. C'est une équipe qui a complètement raté son entrée dans la Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, quelque part, ils ont déjà payé leur apprentissage. Ils ont déjà compris qu'il fallait aller chercher la qualification.
Et ils avaient quoi? Ils avaient un point. 0 points en 3 matchs. C'est Voilà, la première et équipe de voilà, l'histoire qui voilà. se qualifie en 8e après 0 Voilà, points. 0 points en 3 matchs et ils ont fait une phase retour. Ils ont même perdu 5-0 contre Zagreb. Une phase retour très très forte. C'est contre-coup. Donc est-ce que maintenant qu'ils sont en quart de finale, ils vont avoir un nouveau contre-coup? Peut-être moins qu'une équipe qui l'aurait pas eu justement sur la première semaine de la phase de poule. Donc je voulais juste rajouter ça, c'est que le contre-coup du manque d'expérience, ils se sont déjà pris dans la gueule et ils se sont déjà pris dans la gueule en plein. Et ça sous-entend qu'ils ont pris conscience d'un certain nombre de choses et que il y a moyen, surtout un quart de finale contre une équipe de Paris Saint-Germain, faut aussi prendre en compte est-ce que c'est un bon tirage pour nous, mais est-ce que c'est un bon tirage pour eux? Et je pense qu'on est un relativement bon tirage pour eux. Eux aussi, ils n'avaient pas forcément envie de se taper les deux qu'on a cités, qui sont les deux ogres, à savoir City et City ou le Real. Faut que City batte le Real déjà. Ah oui. Ah oui. City ou le Real et le Bayern. Enfin voilà, c'est pas. Voilà, le côté, la décompression, le fait de se retrouver en pression, etc. Peut-être que contre un très très gros club à partir de demi-finale, je ne compterai pas trop dessus en quart de finale contre Paris Saint-Germain. Pour aller plus loin, Seb, toi qui as un peu vu jouer l'Atalanta et leurs points forts, points faibles, tu vas nous expliquer leurs points forts, points faibles que tu penses. Est-ce que c'est un adversaire qui en soi correspond au PSG? Qui correspondait qui correspondait. C'est une équipe qui cherche systématiquement à avoir pas la possession, parce qu'on a une idée, mais c'est une possession active. Il y a une chose qui est particulièrement notable, c'est la facilité avec laquelle il se trouve devant. Et il y a toujours des solutions de passe, c'est des dédoublements dans tous les sens. Enfin, si quelqu'un est capable de déterminer dans quel système joue cette équipe, bravo à lui. Moi, j'en suis incapable. Je sais que c'est marqué au début avec les petits bonhommes sur des positionnements, mais sur le match, oui, si, les ailiers sont ailiers. Passer ça, tu as les milieux qui sont devant, le Gomez, le petit, il est devant, mais il est aussi, des fois, il est en défense centrale. Voilà. Donc, c'est une équipe, son immense point faible, c'est dans son dos. Et c'est pour ça qu'on avait une arme qui était particulière, qui était Kylian Mbappé, ou qui aurait pu être, pas Marco Verratti, Cavani, qui aurait été justement des joueurs qu'on peut facilement trouver dans le dos. Il y aurait ça aussi avec Neymar, mais la problématique de Neymar, c'est que si au milieu, on ne met pas un joueur qui est capable de monter la balle, on sait ce qui se passe, c'est que Neymar redescend au milieu et donc il n'est pas devant pour recevoir les ballons. Donc on avait un avantage contre cette équipe et malheureusement cet avantage est passé à la poubelle. L'avantage qui était justement qu'ils jouent haut et qu'on pouvait les prendre dans leur dos. Exactement, avec Kylian Mbappé, avec Marco Verratti qui est capable de passer des louches, avec Marquinhos qui a montré qu'en jeu long, c'était cette saison, je crois que c'est un des meilleurs. Je crois que c'est le meilleur joueur d'Europe ou le deuxième meilleur joueur d'Europe en jeu long cette saison, qui sont des joueurs qui sont capables de trouver. Mais là, ils vont trouver qui? La problématique se pose. Lionel. Et puis là où je vous dis, Marquinhos est capable de rater le ballon quand il va chercher à faire une transversale. Donc, Oui, enfin, ça c'était. Non, mais Marquinhos. Non, je taquine. Oui, mais sur la saison, Marquinhos, je crois qu'en termes de taux de réussite de passe longue. Surtout quand il était au milieu. En termes de. Non, mais même sur l'ensemble de la saison, si tu prends le taux de réussite de passe longue et le nombre de passes longues tentées par match, il doit être premier en taux de réussite et il doit genre être deuxième ou troisième en Europe en nombre de passes longues par match. Donc oui, ici, il sait faire et il sait très très bien faire. Lionel, toi, est-ce que l'Atalanta est une équipe qui correspond au PSG? On en avait discuté, ce que Dreas a dit, je suis assez d'accord. C'est une équipe qui peut correspondre au Paris Saint-Germain si au milieu de terrain, on met des joueurs qui sont capables de sortir du pressing de l'Atalanta. C'est-à-dire un joueur comme Verratti, peut-être un joueur comme Herrera et Paredes. J'ai l'impression que, par exemple, un joueur que j'ai défendu dans certains matchs comme Gay n'est clairement pas le joueur qu'il faut mettre contre l'Atalanta parce que c'est un joueur qui se positionne toujours dos au sens du jeu et qui, lui, peut nous mettre en difficulté contre l'Atalanta parce qu'il n'a pas cette capacité de jouer de trois quarts en position face au jeu. Et donc, ça peut nous mettre en difficulté parce qu'il va, au contraire, faire des passes qui peuvent être... parce que s'il est pressé vers l'arrière, et donc faciliter le pressing de l'Atalanta. Donc, je pense que face à cette équipe, il faut qu'on ait un milieu de terrain avec des joueurs qui sachent jouer en position de trois quarts face au jeu et qui sachent aussi sortir du pressing. Et un joueur comme Verratti ou même Paredes, si on l'accompagne avec un joueur comme
comme Herrera, qui a cette capacité aussi, lui, de se positionner trois quarts vers l'avant et qui a aussi le moteur pour pouvoir répéter, enfin, qui a le volume de jeu ça peut nous permettre de pouvoir casser ce pressing. Et c'est vrai que si on avait un joueur comme Mbappé, de trouver rapidement la profondeur. Je regardais, là, tu disais le match Atlanta-Pam, je regardais la première mi-temps, et il y a eu pas mal de situations où Alors, ils ont beaucoup fait tourner sur ce match. Il faut faire attention, ils ont beaucoup fait tourner sur ce match a priori. Oui, même j'avais vu, je ne sais plus c'était contre quelle équipe où ils avaient marqué 5 ou 6 buts. Et pareil, vous avez énormément de situations, enfin même quand ils ont gagné leur équipe type, où comme ils pressent très haut, qu'ils ont. En fait, c'est une équipe, contrairement aux apparences, c'est une équipe qui ne court pas tant que ça en fait. C'est une équipe. Si, à l'arrivée, si, au niveau des statistiques, si. Non, au contraire, si tu regardes au niveau des statistiques, en Serie A, ils sont 7e ou 8e en volume de course. Par exemple, le match contre la Juventus, il me semble que en kilomètres cumulés, la Juve avait, je crois, presque 7 ou 8 kilomètres de plus que l'Atalanta. Et quand on regardait le match, on n'avait pas cette impression. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue avec un bloc bien resserré et qui fait qu'il n'y a pas trop de distance entre les joueurs, donc c'est plus facile pour eux de presser. C'est vraiment pas la lecture que j'en ai, quoi. Il y a cette notion de bloc, c'est même pas un bloc, c'est que les centraux sont au milieu de terrain et. Oui, mais donc je dis, ça permet qu'ils font. C'est vraiment les permutations en fait dans cette équipe. C'est vraiment la capacité à permuter, c'est vraiment et ça rebondit à quelque chose que tu étais en train de dire. En fait c'est à tout moment le porteur de balle a 2 ou 3 possibilités de passe. Il a jamais genre une seule possibilité de passe. C'est vraiment fou. Alors bien sûr, il va y avoir des contre-exemples à ça, mais c'est à ce niveau-là que c'est fou. Et au niveau des kilomètres parcourus, j'aimerais avoir la stat parce que c'est vraiment. J'ai pas la stat globale, mais par exemple, il y a eu des critiques après leur match contre la Lazio et sur l'article que j'ai, qui est d'RMC Sport, ils disent que la Lazio avait couru plus que l'Atalanta et que c'est pas nouveau que l'adversaire court plus que l'Atalanta. C'est assez courant. Ok, alors my bad, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les joueurs sont toujours placés par rapport au porteur du ballon et le porteur du ballon a toujours des solutions de passe. Et je voulais rebondir à un truc que tu disais oui, avoir des joueurs qui sont capables de résister au pressing et de se sortir du pressing, ça c'est très utile, mais c'est encore plus utile s'ils ont des possibilités de passe à faire. Et ça c'est la grande problématique, on connaît Marco Verratti et sa capacité à résister au pressing et à se sortir du pressing, mais à qui il fait la passe? Paredes a quand même cette qualité d'avoir. C'est-à-dire que pour moi, un milieu de terrain Verratti-Paredes, c'est niet. Un milieu de terrain, par exemple, Verratti-Paredes avec un Herrera ou peut-être un Marquinhos que tu fais monter si tu veux utiliser Thiago Silva et Kimpembe en défense centrale. Alors, Verratti-Marquinhos, ça ne va pas. Quoi? On va parler plus tard de la compo. Mais... Non, mais je veux dire pas, c'est que moi je pense qu'il faut il faut trouver un moyen d'éviter de voir Neymar redescendre constamment au milieu de terrain parce que on est d'accord. Là, on est d'accord. Tu veux des relayeurs qui peuvent se placer entre les lignes pour avoir une équipe à peu près en bloc. Non, on n'a pas ce joueur-là. Au moins des joueurs qui sont capables de casser une ligne avec une passe. Ça, on a au moins 1 ou 2 joueurs qui sont capables de le faire, voire 3 joueurs qui sont. Même si Verratti ne le fait pas forcément avec des passes hautes. Mais c'est un joueur qui est capable de casser une ligne avec des passes fautées à ras de terre sur 20-30 mètres et trouver un joueur comme Neymar dans une position un peu plus haute. Et il est si on lui met le milieu de terrain Paredes, Gay contre l'Atalanta, c'est mort. Parce que déjà, le seul qui est capable d'accélérer le jeu, c'est Neymar. Et s'il est dans une position de 8 contre l'Atalanta, physiquement, il n'a pas le coffre aujourd'hui, on n'aura pas d'occasion, on va rien se créer. En fait. C'est là aussi tu fais un milieu marqué Verratti, Paredes, où tu te retrouveras avec le même problème, parce que tu n'en as aucun des trois qui a cette capacité à se placer un petit peu plus devant. Mais on n'en a pas dans l'équipe, en fait. Bah si, tu as Draxler, tu as Sarabia, tu as Herrera, tu as des solutions. Et je voulais, parce qu'en soi, le fait qu'on ait Neymar qui soit obligé de redescendre au milieu, en soi, c'est important, mais ça devient primordial avec l'absence de Kylian Mbappé. Et donc, on est obligé de. Et c'est là où le milieu que tu as proposé là me pose un problème, c'est là où il faut qu'on ait au milieu, et je suis d'accord, moi, pour un milieu à 3, mais il faut qu'on ait au milieu un joueur qui est capable de se positionner entre les lignes, qui a une nature de 8-10. Et t'en as. Herrera, il peut se forcer à monter et il pourra le faire.
Draxler, c'est sa nature. Sarabia, il peut le faire et il peut s'adapter à ça. Après Sarabia, j'ai des petits doutes sur sa capacité à bien faire. J'ai des petits doutes sur sa capacité à faire les passes, pas forcément sur sa capacité à les voir, mais sur la réalisation technique. Doutes qui viennent aussi avec Herrera. C'est pour ça que j'aurais une préférence pour Draxler. Mais en soi, si tu places le milieu à 3 dont tu as parlé, à savoir Marco Verratti, Paredes et Marquinhos, déjà. Paredes, c'est vrai, une vraie qualité de vision, mais cette vision-là, tu l'as chez Marco Verratti et tu l'as aussi chez Marquinhos. Donc déjà, tu as 3 joueurs qui ont, avec le ballon, un profil qui peut être comparable sur ce point-là. Et je trouve que tu manques vraiment ce joueur qui peut être entre les lignes, parce que tu as besoin que Neymar reste devant pour le coup. Non, ça, je suis d'accord avec toi, que ce milieu de terrain-là fait, ça nous donne 3 à 6. Ça, je suis d'accord. Après, le seul problème avec Draxler, c'est que c'est pareil. Quel Draxler qu'on aura? Le truc, c'est oui, tu pourrais te poser cette question-là, mais pour l'instant, Draxler, on l'a vu dans un match amical et à aucun moment il est essayé autrement. On va voir contre Lyon qu'est-ce qu'il fait. Mais oui, il prépare absolument pas. Enfin, le truc, c'est que tu pourrais envisager des options, mais tu as un coach qui en essaye aucune, même dans des matchs qui sont moins importants que d'autres. Et déjà, il n'essayait pas en Ligue 1 quand tu avais une avance en points en championnat, donc je vois pas pourquoi il essayerait maintenant. Et pourtant, c'est vital. C'était déjà vital, mais avec l'absence de Kylian Mbappé, si tu as Neymar qui est obligé de redescendre au milieu pour récupérer la balle, c'est fini, quoi. Moi, quand j'ai vu le tirage, j'avoue que j'étais pas très très heureux parce que l'Atalanta a quand même deux qualités principales qui correspondent à des défauts parisiens, qui a un gros pressing au milieu. Et on a souvent du mal face à un gros pressing à pouvoir s'en sortir. Et le fait qu'il force l'adversaire à reculer, que c'est une catastrophe contre cet adversaire si tu défends en reculant. Je pense que le match contre la Juve a été un bon spectre de tout ça, avec la Juve qui a vraiment été forcée à défendre en reculant, avec un milieu qui est peu technique, notamment avec Rabiot Matuidi, qui a été complètement bouffé au milieu. Dire, contre la Juve en première mi-temps, la Juve n'existe pas. Ah oui, c'est un miracle. C'est deux pénaltys généreux. Ça, et puis même en première mi-temps, je ne sais pas s'il passe la barre le milieu de terrain. Je ne sais même pas s'il passe le milieu de terrain pendant 45 minutes. On a vu tout ce qu'il fallait pas faire, je pense. C'était fou. Dans ce match, après, donc ça c'est le côté sans ballon, côté défendre. Après, côté offensif, effectivement, on avait des cartouches. Les cartouches, ça peut être soit attaquer sur leur largeur avec des latéraux qui montent très haut, mais on a plus Meunier qui peut faire des plongées devant. Ce sera Kehrer qui joue bas. Il y a Bernat qui peut le faire, mais est-ce qu'il sera remis? Une autre question. On n'a plus Mbappé, on n'a plus Cavani. Donc c'est vrai qu'en plus, les absences ou les joueurs qu'on aurait pu avoir pour répondre offensivement aux largesses défensives de Atalanta, on les a pas forcément. Donc ça va être assez compliqué. Il va falloir trouver un plan de jeu adapté. Et là, on va voir si Tourelle peut faire réagir son côté grand tacticien, puisqu'en Allemagne, il est toujours considéré comme un grand tacticien. Donc on ne l'a toujours pas vu à Paris, ou très, très, très rarement. Vous avez effleuré le sujet, c'est-à-dire quel compo et quel système, avec les absences de Di Maria et Mbappé, qu'est-ce que vous feriez, vous, Seb? Moi, j'ai des problèmes avec Silva, mais au vu de ce qui s'est passé, je passerai en 4-3-3. Et du coup, j'utiliserai Silva et pour placer Marquinhos au milieu, accompagné de Marco Verratti et Draxler. J'ai expliqué pourquoi. Ma problématique, c'est que Draxler, il n'a pas été assez préparé. Alors, si on ne veut vraiment pas mettre Draxler, je vais mettre Herrera. Mais voilà, avec un milieu en fait qui a une vraie capacité à jouer haut. Sur les ailes, Bernat, si on ne peut pas mettre Bernat, c'est une catastrophe. Kehrer, ce sera Kurzawa, si c'est pas Bernat. Kurzawa, c'est irait, mais voilà, Kehrer qui va défendre bas, donc j'aurais tendance à mettre le milieu qui serait qualifié d'offensif à droite pour compenser l'incapacité, enfin les peu de montées de Kehrer, et Marco Verratti à gauche pour compenser beaucoup de montées de Bernat ou de Bernat ou Kurzawa. Et devant, je mettrais Neymar sur l'aile gauche, Icardi et Sarabia. Lionel. Je suis assez d'accord avec l'équipe que Draas a alignée. C'est-à-dire que de toute façon, je pense que le trio Silva, Kimpembe, Marquinhos vont être alignés parce que à mon avis, la défense centrale Marquinhos, Thiago Silva n'a jamais été la défense centrale la plus complémentaire. Et il me semble qu'avec les fonds en présence, on a plus intérêt à faire remonter Marquinhos au milieu de terrain
et qui permettrait d'avoir le seul joueur qui a eu un peu de complémentarité avec notre milieu de terrain qui est Marco Verratti. Et puis, oui, Darius a raison, il faut un joueur qui a un profil 8-10 à leur côté. C'est-à-dire que par défaut, on dirait que ce serait Draxler, mais c'est vraiment par défaut, parce que c'est un joueur qui, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est, voilà, il est là pour faire ses fives grand terrain. Ben moi, je ne vais pas être d'accord avec vous. Je pense que le système le plus simple pour défendre, surtout sur les largeurs, reste le 4-4-2. Malgré les absences, et même s'il n'y aura pas beaucoup de cartouches offensives sur le banc, effectivement, je pense qu'on doit rester en 4-4-2. Il y a 2 joueurs que je sors tout de suite du 11. En fait, je fais mon 11 derrière. Silva et Gay, c'est pas possible. Il y a 2 joueurs qui me semblent clés dans un match comme ça. Tu as Verratti pour sortir du pressing et tu as Sarabia pour son volume de course sur l'aile. Même s'il y avait eu Di Maria présent, je pense que Sarabia était indispensable pour un tel match. Moi, je ferai un 4-4-2, donc avec Kimpembe, Marquinhos derrière. Kimpembe aussi, qui sera un joueur absolument clé pour défendre sur un profil comme Zapata. Ça, et puis surtout pour la capacité à. Et sur Gomez, pour avancer. Puis surtout pour la première relance, il a la capacité à faire les 5 pas pour faire une passe en avant. Qui sera essentiel face à cette équipe qui fait un énorme pressing, et le pressing de l'Atalanta, c'est jusque dans les 16 mètres adverses. Donc Kimpembe aura un rôle essentiel dans ce match. Je mettrai un milieu Verratti, Herrera, et puis sur les ailes, Draxler, Neymar, ou Draxler, Sarabia, peu importe. Et puis devant Sarabia, j'ai dit quoi, Draxler, Neymar sur les ailes, et devant Sarabia, Icardi. On peut interchanger Sarabia et Neymar, ça peut se transformer en 4-2-3, peu importe. Mais tout ça parce que tu ne veux pas voir Silva sur le terrain, en fait. Je ne veux pas voir Silva sur le terrain parce que l'Atalanta, quand une équipe recule, c'est là où ils sont plus dangereux. Moi, je veux Silva sur le terrain parce qu'on a besoin de Marquinhos au milieu. On a besoin que Marquinhos fasse sur Gomez ce qu'il avait fait sur Pogba. C'est quand même que 6 ans après, on en soit toujours à des il faut machin. Point. J'aime bien la tactique qu'a mis Basto. Mais j'aurais mis dans ce cas-là de Draxler et Sarabia de terrain de façon à ce que Neymar soit plus proche du but, parce que pour moi, c'est 4-2 un peu ce que tu aurais fait. Oui, parce que je pense que Neymar, ça reste quand même le joueur le plus adroit dans notre équipe. Oui, tu peux mettre Draxler à gauche, Sarabia à droite et Neymar libre derrière Icardi, effectivement. Voilà. Et ça lui permettrait de faire moins d'efforts et d'être beaucoup plus lucide dans la zone décisive. La problématique que j'ai moi avec cette composition, c'est de moins occuper le milieu, alors pour une meilleure occupation des ailes, mais c'est de moins occuper le milieu, et le truc c'est que pour l'instant, quand on avait des milieux à 2 face à une possession qui était haute, la seule chose qu'on avait, c'est que les milieux à 2 avaient beaucoup de mal à exister, et une incapacité totale à trouver les offensifs, ce qui expliquait le fait que Neymar était en permanence obligé de redescendre. Et c'est pour ça que le milieu à 3 aurait ma préférence. Compte tenu du fait qu'on n'ait pas Kylian Mbappé, le 4-4-2, j'aurais été à fond pour, à partir du moment où on était capable d'aller très vite vers le but adverse. A priori, ça ne sera pas le cas. Et donc, je préfère avoir un petit peu plus la mise au milieu pour avoir un peu plus de possibilités de relance, pour avoir un peu plus de chances de trouver les offensifs. C'est ce que l'Atalanta préfère, l'équipe qui a une espèce de pseudo-maîtrise basse. Je sais, mais enfin pas basse pour le coup, parce que mon milieu à 2 n'est pas un milieu à 2, mon milieu à 3 n'est pas un milieu à 3 avec 6. Ah oui, toi tu mettrais ça, mais on risque d'avoir un Marquinhos Gay Paredes ou un Marquinhos Gay Verratti. Là par contre, je suis pas du tout d'accord. C'est ça. Mais pour moi, c'est oui, c'est vrai que tu mets un profil 8-10 un peu plus qui permet de faire le lien. Plus densifié. Tu as le lien entre Verratti et Neymar avec ton Draxler. Et un petit peu plus densifier le milieu. Pour simplement qu'on ait plus de chances de toucher les offensifs, parce que là, sur les ballons longs, on ne les trouvera pas. Alors, je vais aborder un sujet qui va peut-être pas faire plaisir à Darius, puisqu'on va attaquer son chouchou Mauro Icardi. Il n'a pas marqué dans les 2 matchs contre le Real, il a été sur le banc dans les 2 matchs contre Dortmund, il a traversé comme un fantôme le match de la finale de la Coupe de France. Est-ce que s'il venait à rater son match contre l'Atalanta, on pourrait remettre en doute son utilité, du moins sur cette saison? Seb, vas-y. Oui. Et d'autant plus qu'il va devenir essentiel. C'est-à-dire que contre l'Atalanta, il va falloir qu'il soit capable de transformer des quarts de but d'occasion en but. Et on l'attend là-dessus. Effectivement, il traverse une zone de turbulence. Il est là où avant il était utile. Alors il reste là-dessus utile dans sa manière de se positionner par rapport aux défenseurs adverses pour gêner les premières relances, mais il participe plus du tout au jeu.
Là où avant il le faisait peu, là il le fait plus. Il n'y a plus de jeu de remise. Il est alors à sa décharge pour ce genre de profil de neuf, quand tu as si peu de possession devant, c'est compliqué. Ce serait l'argument pour à sa décharge. Après, on attend quand même un petit peu plus, on attend un petit peu plus de courses, on attend un petit peu plus d'appels et d'être un peu plus décisif devant le but. C'est vrai qu'il n'arrive plus à se créer d'occasion. Non, il l'a fait dans les matchs amicaux, mais là. Lionel, est-ce qu'il y a un problème Icardi? Il s'est adapté au rythme de sénateur du Paris Saint-Germain. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est un joueur qui, quand il n'est pas physique, c'est un joueur déjà qui ne touche pas beaucoup de ballons dans un match. Et s'il n'est pas à 100% physiquement, il n'est pas capable d'avoir le petit coup de rein pour ses appels contre appels. Et c'est sa qualité première, cette capacité de pouvoir se démarquer. Et quand il n'a pas ça, si en plus de ça, il ne participe pas au jeu, il devient inutile. Il me semble contre Saint-Etienne, j'ai même l'impression qu'au moment de Neymar lui fait le reproche de ne pas venir, de ne pas décrocher assez pour venir servir d'appui ou autre sur le terrain. Voilà, on verra. Physiquement, il n'est clairement pas. J'ai l'impression qu'il n'est même pas à 50%. Il avait déjà eu un contre-coup, je pense. Il est à 50% en tout cas. Quoi? Je dis, il est à 50% de surpoids en tout cas. Sûrement, il avait eu un contre-coup et le confinement fait que il n'a pas eu la possibilité de reprendre un peu de rythme, surtout qu'il n'a pas beaucoup joué en fin de saison dernière avec l'Inter. Donc, à mon humble avis, on en verra un peu plus, on en saura un peu plus sur son vrai niveau peut-être la semaine prochaine. Ouais, mais de toute façon, sur Icardi, il faut se rassurer. Après, la question, c'est pas tant le niveau du joueur. La question, c'est sa compatibilité avec le jeu pratiqué par l'équipe. Mais en soi, le niveau du joueur, c'est un vrai tueur devant le but. Là, il est en méforme, mais ça reste un vrai tueur devant le but. Alors, tu parles de compatibilité avec l'équipe. C'est un sujet qu'on avait abordé dernièrement, qu'on avait lu un verre tous les deux, Seb. Est-ce que Leonardo, dans ses recrues, fait un recrutement d'opportunité ou est-ce qu'il a une vraie vision sportive? Un sujet qui fâche. Le truc, en fait, c'est qu'on connaît Leonardo pour ses opportunités. Et on ne connaît pas encore Leonardo pour sa vision sportive. Le juge de paix aurait dû venir cet été. Il y a le coronavirus qui est venu entre-temps, qui va encore décaler le juge de paix. Donc, ce sera encore difficile de se positionner là-dessus. Mais pour l'instant, si Leonardo est un coup extraordinaire, est capable de booster, est capable d'occuper la scène médiatique, ou capable de prendre une tonne de pression sur lui, est capable de plein de qualités, le fait d'avoir une vision pour un club sur autre que le court terme, sur le moyen terme, on ne l'a jamais vu faire. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait dans sa carrière. Et peut-être qu'on se trompe quand on attend qu'il le fasse. On verra. Mais ça sera encore, malheureusement, à cause du coronavirus, trop tôt pour le juger sur cet aspect cet été. Lionel, est-ce que tu as un avis là-dessus? Moi, on va revenir sur ce débat souvent, mais moi, je reste persuadé que Antero Henrique était le directeur sportif qui aurait pu nous faire vraiment passer un pas, un step. Et Leonardo, c'est quelqu'un qui correspond à l'image du Paris Saint-Germain, mais je le vois plus dans un rôle de président, on va dire, de quelqu'un qui occupe la scène médiatique, un peu comme Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire qu'en France, on a besoin d'avoir une tête qui est au-dessus, mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui est capable de mettre en place véritablement une stratégie en termes de recrutement, en termes de formation, etc. Mais ça reste quand même, je trouve aujourd'hui, la personnalité qui se marie le mieux avec le Paris Saint-Germain. Après, j'ai pas l'impression que lui se cache d'être avant tout quelqu'un de très bon pour faire de très bonnes opportunités. Clairement, à chaque fois, il dit que ce sera un mercato d'opportunités. Ça, il s'est jamais caché depuis son premier passage. Sur Antero Henrique, moi, je l'ai énormément critiqué pendant un bon moment. Puis à un moment, je me suis rendu compte, je me suis dit, faut quand même dire une chose, c'est que le mec, il sait vendre. Parce que les ventes, depuis
Je crois que depuis 94, on n'a jamais aussi bien vendu que ce qu'on On peut donner a Aurier 30 millions, Matuidi 25 avec un an de c'est- contrat, Pastore 25 avec un an de contrat, les jeunes comme Enzoki 15 millions, etc. etc. Jamais on avait vendu comme ça, donc j'ai commencé à me dire ça. Et petit à petit, l'idée a fait son chemin où, mais en fait, on devrait peut-être lui donner un peu plus de moyens à ce mec-là. Mais il n'a jamais vraiment eu les coups des franges, donc on n'a jamais pu Bah, voir. c'est ce qu'on évoquait quand Et Henrik était là avec fait- Lionel, qu'il aurait fallu qu'il ait le choix du coach. Et ce qu'il fait à Manchester United, là. Hein. Bah, il a ramené Bruno Fernandes Voilà, déjà, qui voulait ramener au PSG. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, sa carrière, elle parle pour lui. C'est quand même quelqu'un qui avait quand même permis à Porto d'arriver à un certain niveau. Et j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que oui, il va faire du trading, mais il va surtout mettre en place une stratégie. Enfin, on l'a vu avec Kwasi, on lui a reproché, enfin beaucoup de gens lui ont reproché l'année dernière d'empêcher les joueurs de jouer sans contrat, etc. Mais finalement, on se rend compte qu'il a raison. Il faut avant tout se faire respecter et on peut pas. Il avait fait un ménage dans l'entourage des joueurs, dans les agents un peu parasites, notamment etc. le fameux agent de Kwasi. Notamment le fameux agent de Kwasi qui avait été viré du PSG et qui est revenu sous les roues. Voilà, et je pense que c'était quelqu'un qui allait construire autour du Paris Saint-Germain, parce qu'on lui reprochait d'être un taiseux, mais c'est quelqu'un qui bâtit, entre guillemets, une forteresse autour d'un club et qui régule les entrées et sorties. Et je pense que s'il avait vraiment eu les moyens, enfin, on lui avait donné 100%, vraiment la direction sportive, comme dit sur son poste, dans 4-5 ans, on aurait vu les résultats et on serait en train de se dire, ouais, ok. Moi, je suis persuadé, on le verra avec Manchester. On en parlera dans 4-5 ans, si on est toujours là. Et on verra que c'est quelqu'un qui est un vrai patron. Il y a des vraies chances que ce soit le cas, ouais. Avant de parler de l'avenir de Tourelle, un petit mot sur les contrats pro, enfin aspirants qui viennent de pro, de Michou et El Shaddai, Bichiabou, Seb. Michou, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, Michou, ça peut soit donner Marco Verratti, soit donner Caligari. Voilà. Donc, où est-ce qu'on va situer? On verra. C'est un joueur frais du milieu de terrain avec une vraie qualité de passe et une vraie qualité de protection de la balle. Encore jeune, mais que je trouve très prometteur. Et El Shaddai, moi je vais juste l'appeler par son prénom, parce que déjà, se souvenir de son prénom, c'est déjà un exploit, donc faut pas déconner, je vais pas l'appeler par son nom non plus. Donc El Shaddai, désolé, hein, c'est juste que c'est un prénom qui est notable. Batshuayi, voilà, je sais plus exactement. C'est un joueur, il y en a un autre qui est dans le même style Camara, c'est un déménageur technique, en fait. Voilà, c'est un déménageur technique. Le mec, il a 15 ans, d'ailleurs, sur sa photo, quand tu le vois sur la photo, on dit qu'il a 15 ans, le mec, tu lui donnes déjà du 22, mais quand il est avec les U19, il fait pas... non, mais même de tête, c'est pas seulement la taille, quoi. 1m95 à 15 ans, il y a un moment, il faut arrêter de déconner, il se fout de la gueule du monde, où il a été nourri à l'EPO, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. On nous le cache. Voilà. Mais bon, on va admettre qu'il a 15 ans. C'est surprenant, c'est quelque chose qui débarque aujourd'hui. Enfin, les profils techniques de 1m90, ça n'existait pas avant. Mais là, maintenant, il y a eu Haaland qui est immense et qui est très technique. Il y en a de plus en plus de joueurs ils n'auront jamais le centre de gravité d'un petit, mais qui sont, en tout cas, sans avoir le centre de gravité et la capacité de changer d'appel à la moindre minute, qui sont très, très adroits avec la balle. Et lui, c'est vraiment le cas. Une vraie capacité à porter la balle, une vraie capacité de passe. C'est un joueur qui est prometteur. Après, il n'est que prometteur, il n'a que 15 ans. Il y a un moment où il ne faut pas non plus s'enflammer et vendre n'importe quoi à n'importe qui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi, Lionel? Déjà, El Shaddai est né en France, donc je ne pense pas que ce soit un présu. Je rigolais là-dessus. Parce que, et la taille et la tête. Il ne fait pas 15 ans quand tu vois sa photo. Il fait vraiment. Non, c'était au tour à Qatar quand tu avais des petits d'1m50 avec des visages poupons de 12 ans. Parce que autant Michout, lui, il fait 12 ans, tu vois. Oui, voilà. Lui, il a 15 ans. Voilà, tu mets le Shaddai à côté, tu as l'impression d'avoir le grand frère. Mais la tête, il fait pas 15 ans. Non. Après, Michou, je ne le connais pas. J'en ai entendu parler dans les médias comme le nouveau Verratti, etc. Je ne l'ai jamais vu jouer. J'ai rien vu de lui, donc je ne peux pas en parler. El Shaddai, j'ai pu voir quelques vidéos et c'est vrai que c'est un joueur qui, visiblement, en plus, il a l'air d'être très bon en passe longue, casser des lignes, avec une belle conduite de balle. Il m'a fait bonne impression, donc après, il faudra voir comment il va grandir au Paris Saint-Germain. C'est toujours quelque chose aussi de passer. Pas qu'il grandisse trop, lui.
Non, non, mais c'est compris. Mais en tout cas, comment il va franchir le palier U19 équipe première. Mais en tout cas, ça prouve en tout cas que le Paris Saint-Germain a un véritable réservoir et ce serait intéressant de pouvoir l'exploiter un peu mieux, quoi. C'est quand on voit par exemple un joueur comme Kouassi qu'on n'a pas réussi à concrétiser en contrat pro, c'est dommage que le Paris Saint-Germain ne donne pas un peu plus de considération à son centre de formation. Parce que ça nous permettrait d'éviter d'acheter des joueurs comme Kerrer ou Diallo. voilà, des joueurs de ce niveau-là, à ce prix-là, alors qu'on est capable de les former chez nous. Ouais, c'est pas dommage, c'est catastrophique, quoi. Si. Oui. Il a un vrai, aussi, vrai, c'est vrai dommage. potentiel. C'est Voilà. Mais ouais, ce qui est vrai, c'est que c'était les 2 joueurs les plus demandés, en tout cas, de cette génération-là. On a réussi à leur faire signer le contrat pro. Et d'ailleurs, on sent que le PSG a eu le traumatisme Kouassi, puisque El Shaddai, il y a eu une communication officielle et c'est quasiment inédit pour un contrat aspirant. Ouais. Donc le PSG le met en avant, et voilà, l'affront Kouassi, on sent que ça le reste encore en travers de la gorge. Il y a un petit derrière qui arrive, là, Emery. Comment tu dis Emery, j'ai oublié son nom. Zahir Emery. Oh, bien, il est coach. Ouais, c'est le meilleur coach de l'histoire du PSG. Ouais, c'est ça. Zahir Emery aussi, ce qui paraît est vraiment très, très bon. Il a été élu dans les meilleurs joueurs du tournoi du Qatar, je crois, dernière. Mais il me semble que lui aussi est surclassé. Oui, il a 14 ans, pareil, il fait presque 1m90. En 17 déjà, il me semble. On verra bien. C'est sûr, c'est qu'il y a un vivier incroyable. À Paris, oui, c'est incroyable. Si tu regardes le foot mondial, tu as un pourcentage de joueurs qui viennent de l'Île-de-France qui est conséquent parmi les grands joueurs à l'heure actuelle. C'est pas les seuls, mais il y a un vrai vivier, oui, ça c'est sûr. Et puis à tous les postes en plus, que ce soit offensif, défensif, milieu. Oui, latéraux. Souvent, on met en avant la formation. On met en avant la formation lyonnaise, mais dernièrement, je faisais une équipe type des joueurs formés au Paris Saint-Germain depuis la génération 95, la génération Rabiot. C'est une équipe qui serait, je pense, tranquillement dans les 3 premiers en Ligue 1. C'est sûr que si on met Coman, Iconé, Dembélé devant. Alors, le truc, en fait, si tu veux, c'est quand tu mets en avant la formation lyonnaise, la différence, c'est que la formation lyonnaise est capable de garder ses pépites, est capable de vendre les bonnes, est capable de, etc., etc., etc. Alors après, il faut dire une chose, c'est qu'à Paris, on n'est pas observé de la même manière. Il n'y a pas autant sans doute moins de requins qui tournent autour de Lyon qu'autour de Paris. Mais la raison pour laquelle la formation lyonnaise est mise en avant, c'est sa capacité à savoir concrétiser ses espoirs. C'est qui devient un peu moins vrai ces 2-3 dernières années. Ah, quand même, t'as Awar, Cherki, t'as Cacré. Awar, Cacré, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. La grande différence. Il n'y a pas encore le nouveau Benzema. Non, mais la grande différence avec avant, c'est qu'il n'y a pas une équipe autour pour être capable de les entourer. La différence, c'est que Benzema, il arrive dans une équipe qui est championne de France depuis je ne sais pas combien d'années, qui a un vrai milieu de terrain, etc., ce qui est moins le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des jeunes auxquels on demande d'avoir une responsabilité très importante dans l'équipe très vite. Et ça, d'une manière générale, inévitablement, ça va nuire à la formation d'un jeune joueur. Il y a un moment où il a besoin d'être aspirant. Et là, à Lyon, là, de facto, à cause de ce qui est autour, les mecs passent de potentiel à titulaire trop vite, ils loupent une étape. Mais ils continuent de sortir des jeunes, en fait. Lyon, ils n'ont jamais arrêté de sortir des jeunes. Là, ce qui a changé, c'est ce qui est autour. Un petit dernier mot sur Tourelle. Est-ce que pour vous, il joue sa place contre l'Atalanta? Est-ce qu'il va être viré en cas de défaite? Est-ce qu'il va être viré quoi qu'il arrive? Lionel, ton avis là-dessus? Moi, je reste sur ce que je te dis depuis un moment. C'est pour moi, je pense que c'est sa dernière saison par Saint-Germain. Même si on l'a gagné? Même si on la gagne. C'est-à-dire que si on la gagne, je pense que lui-même, il a plutôt intérêt à partir. Et si on la gagne pas, je pense que le Paris Saint-Germain ne va pas le conserver. Mais dans son discours, dans son langage verbal, même dans son non-verbal, j'ai plutôt l'impression que voilà, il vit ces derniers moments. On le voit sur le banc, presque un peu inerte, il est un peu agacé quand ses joueurs prennent des coups, mais j'ai pas l'impression. Voilà, moi, j'ai l'impression que voilà, il est en train de ces matchs après match, ces derniers moments Paris Saint-Germain, et j'ai même l'impression aussi que le groupe il m'a plus. J'en ai vu après quand on voyait les célébrations quand les gens se congratulent. Voilà, c'est une petite tape dans sa main, basta quoi.
j'ai plus cette impression qu'il y a un vrai lien entre lui et le groupe. Mais si c'est le cas, c'est-à-dire si pour toi le départ de Tourelle est acté, je pense que le groupe et Tourelle sont déjà au courant. Je sais pas. Après c'est possible qu'ils soient au courant, que tout le monde soit au courant. Et j'ai l'impression que les joueurs, aujourd'hui, ça ressemble un peu à l'équipe de France de 2006, où c'est plus Domenech qui était vraiment, qui représentait l'image, le pouvoir de l'équipe de France. On n'en sait rien de ça. Hein? On n'en sait Non, mais rien. il dit que c'est une impression. C'est une impression, je dis pas que c'est ce qui se passe. Mais je dis que j'ai plus l'impression que les joueurs aujourd'hui se disent, voilà, entre nous, on va essayer d'aller la chercher, et qu'ils n'ont pas véritablement besoin d'un leader qui soit l'entraîneur pour se motiver, pour aller chercher cette Ligue des Champions, même si ce sera très difficile. C'est parce qu'en cas de défaite, c'est la fin de Tourelle pour toi. Pour moi, Tourelle, c'est un CDI. C'est-à-dire contrat à vie. Ah ouais, prolongé. Contrat à vie pour Tourelle. Oui. Contrat durée imbécilité. Non, on dit pas de mal du coach. Respect un peu. Tu déconnes. Toi, s'il y a des nouveaux auditeurs, ils vont te croire fan de Tourelle. Pas vraiment que ce soit nouveau. Il faudrait pas qu'ils aient écouté le début du podcast. Ça faut qu'ils arrivent maintenant. Mais on n'est pas en direct, donc ça risque pas. Non, t'en sais rien. Bon. J'en sais rien. Ça fait des années que je ne comprends pas la logique sportive de ce club. C'est pas cette année que je vais commencer à la comprendre. On a connu des phases. On a quand même connu la phase où Nasser voulait être à la fois président et directeur sportif et nommer des délégués. Enfin, je veux dire, on est quand même. Je ne sais pas s'il y a d'autres clubs en Europe qui ont créé le poste de délégué directeur sportif. Comme il l'avait fait, comment il s'appelait avec Olivier Létang. Avec Olivier Létang. Je ne sais pas si ça a déjà été fait dans un autre club. C'est quand même le mec est nommé adjoint, mais reste le titulaire. Voilà, il était adjoint, mais en fait, voilà, c'est un concept qui est, voilà, ça résume la logique sportive autour du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée du QSI. C'est des incohérences cohérentes, en fait. C'est une incohérence constante. Il y a donc savoir ce qui va se passer, savoir comment ça va se passer, savoir qui va faire quoi, de quoi. On verra. Alors moi, c'est vrai que quand il y a eu le Covid, je me suis dit Tourelle restera quoi qu'il arrive parce qu'on ne va pas changer au moment de la préparation du mercato et tout. Mais en fait, le mercato a été complètement repoussé puisqu'il va débuter réellement après la Ligue des Champions. Et ça change tout dans l'idée de pouvoir changer un coach. C'est qu'on n'a pas commencé le mercato. Et donc effectivement, si tu n'as pas commencé le mercato, tu peux changer de coach et lui donner les joueurs qu'il veut ou dans le projet qu'il veut. Donc on verra. J'en sais un peu trop rien. On verra si Lionel a un bon pressentiment ou non. On va finir par un petit pronostic sur PSG Lyon. Lionel? Je dirais 1-1 et victoire du Paris Saint-Germain au tir au but. Seb? J'allais dire la même chose, mais comme Tourelle veut gagner les deux, alors c'est encore une fois une supposition, mais comme Tourelle, parce que je suis fan donc de ce coach, comme Tourelle veut gagner les deux coupes et on n'a rien à foutre de la Ligue des Champions, je vais du coup dire 1-1 et victoire de Lyon au tir au but. Et moi je vais dire 2-1 pour Lyon. On est optimiste, ça fait plaisir, ça fait plaisir tout ça. Mais on verra. On va se retrouver, je pense, pour un prochain podcast pour débriefer le match contre Lyon et pour faire l'avant-match contre l'Atalanta, donc en fin de semaine prochaine. Et on verra si on est plus optimiste après ce match contre Lyon, s'il y a eu des améliorations ou si on continue à être dans un marasme collectif. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Darius. Merci tout le monde et surtout vive Tourelle. Merci Lionel. Merci tout le monde. Et bonsoir à tous les auditeurs. On se retrouve très vite. Merci à vous. Ciao tout le monde. Ciao.